Bonjour à tout le monde. Donc, écoutez, on va tirer du positif de cette situation puisque ordinairement, les visites, c'est pour des groupes de 20 à 25 personnes. Donc là, j'espère qu'on aura plus de personnes qui pourront suivre cette visite. Et ben voilà. Alors, un petit mot sur cette visite elle-même. On a décidé il y a très peu de temps, on ne l'a pas fait sous la forme d'un reportage. C'est notre photographe Christophe Terpan qui s'est mis à l'œuvre pour nous concocter en fait des images et que je vais commenter en direct un peu à la manière d'une visite et je vais vous balader dans les bâtiments. Voilà. Alors effectivement, tout à l'heure, ça a été dit, je crois, par Yannick en introduction. J'avais présenté l'année dernière à Épinal donc une présentation sur nos activités. Donc je ne vais pas revenir dans le détail de ce que j'avais présenté, bien sûr. Je redonnerai quelques éléments pour les personnes qui n'étaient pas là ou qui ne connaissent pas du tout. Donc voilà, on va y aller. Donc là, vous êtes dans le hall d'entrée de nos locaux. Et donc Arc Nucléaire, c'est un groupement d'intérêt public dont les membres fondateurs, on va dire, sont le CEA, le ministère de la Culture, la ville de Grenoble et la région, qui n'est plus membre depuis quelques années, mais qui continue à nous soutenir. Et le soutien de ces membres s'effectue soit par mise à disposition de personnel, dont chaque membre continue à payer les salaires, soit versement de subventions, ou alors un simple soutien, puisqu'on a aussi une association de soutien à laquelle d'ailleurs tout le monde peut adhérer, avec une adhésion tout à fait minime, et qui s'appelle Pronucléar. Donc, à ces salariés qui sont mis à disposition par les différents membres, s'ajoutent 7 salariés en propre du GIP, qui sont nos restaurateurs conservateurs, et c'est essentiellement de ces personnes-là dont on va parler, dont on va voir le travail. Donc, on va commencer par aller dans le bâtiment historique d'Arc Nucléaire, qui est le bâtiment de l'irradiateur. Alors, les activités d'Arc Nucléaire ont été initiées dans cet irradiateur et depuis une cinquantaine d'années, puisque c'est l'année de notre jubilé. Alors, l'histoire démarre donc dans les années 70 avec une rencontre entre un ingénieur du CEA qui utilisait finalement l'irradiation gamma pour renforcer des matériaux poreux et qui a rencontré la conservatrice grenobloise de l'époque qui avait un souci avec le parquet de la salle des mariages de l'hôtel de ville. Et pour les Grenoblois, maintenant, c'est l'hôtel de Lesdiguières. Et donc, ils ont fait un premier essai de durcir par cette résine radiopolymérisable, radiodurcissable, de renforcer ce parquet qui a été donc démonté, traité, remonté et qui est toujours en très bon état. L'intérêt de ce parquet, c'était que c'est un parquet d'ébénistes de la famille des ébénistes H, bien connu, et qui est un parquet vraiment de toute beauté. Voilà. Donc, suite à ça, il y a eu des fouilles qui se sont déroulées dans le lac de Charavine, à Paladru, et qui ont mis à jour des milliers d'objets, matériaux organiques, mais aussi tout à fait d'autres matériaux. Et à l'époque, il n'existait pas de traitement de consolidation des matériaux organiques et du bois en particulier. Et donc, ils ont décidé d'essayer d'utiliser ce traitement et cette résine durcissante sur les objets qui étaient sortis du lac de Charavine pour pouvoir les conserver et puis les montrer un jour au public. Donc voilà pour une brève introduction. Donc je vais mettre en même temps un petit film que vous pourrez regarder en même temps que je vous fais la présentation. Donc l'utilisation du rayonnement gamma, là dont vous voyez la piscine, et donc la piscine ici et la cellule d'irradiation derrière. Donc c'est le rayonnement gamma en lui-même, donc c'est une onde électromagnétique, hein, c'est de forte puissance, c'est plus puissant que les rayons X, et comme les rayons X, c'est très pénétrant. Donc on va avoir deux usages essentiels de ce rayonnement gamma, donc qui sont les traitements biocides et les traitements de consolidation. Alors les traitements biocides, ce sont les opérations de désinsectisation qui sont assez classiques sur les objets du patrimoine. Donc là, je parle d'objets secs, hein, pour
ce qui est désinsectisation ou désinfestation. Selon la dose que l'on va délivrer, on va pouvoir tuer les insectes et leurs larves à cœur du bois, puisque le rayonnement est extrêmement pénétrant, ou bien tuer les moisissures, les champignons qui se sont développés. Donc sur le petit film que vous avez sur la gauche de l'écran, en fait c'est un extrait d'un film qui a été réalisé sur la désinfestation de la momie de Ramsès II, qui s'est déroulée en 1977. Donc la momie de Ramsès II, donc, qui a subi un traitement biocide par irradiation gamma. Cette irradiation gamma s'est déroulée en région parisienne sur l'irradiateur de Saclay, qui est un irradiateur, on va dire, grand frère d'une autre. Pourquoi à Saclay? Bien, en fait, Saclay n'est pas du tout habitué à recevoir et à traiter du patrimoine. Et donc, c'est l'équipe de Grenoble, dont l'irradiateur est encore à l'heure actuelle, je pense, un des rares au monde dédié au patrimoine, même si on peut y faire d'autres activités, qui est donc monté à Saclay pour appliquer les procédures et réaliser la désinfestation de cette momie. Donc, on ne va pas regarder les images en entier, hein, parce que c'est un film qui est long, mais qui est disponible. Donc, voilà. L'autre utilisation, donc, alors, pour ce qui est des traitements biocides, donc comment on procède, ou pour les désinfestations d'ailleurs, les deux sont les mêmes. Ici, on distingue une porte en béton, puisque les murs de la cellule d'irradiation font 1,50 m d'épaisseur. Et donc, on va ouvrir cette porte, pouvoir aller placer les différents objets dans l'irradiateur. Et le panneau porte-source qui supporte les sources scellées de cobalt 60 vont monter par l'intermédiaire d'un canal dans l'irradiateur une fois qu'on aura installé les objets et fermé complètement la porte de la cellule, donc qui est sur roulette et qui fait 6 tonnes. Donc, on va aller voir la salle de commande. Vous voyez que c'est un bâtiment ancien, hein, c'est un des premiers bâtiments du centre de Grenoble, ça se voit. Et ici, donc, vous avez un film sur un peu la mise en cellule. Alors, je vais essayer, voilà, je pense que comme ça. Donc là, vous voyez qu'on approche finalement l'objet qui là est une sculpture à irradier, et on va fermer cette porte en béton. Ensuite, on va faire remonter le panneau porte-source qui est stocké au fond de la piscine avec 4,50 m d'eau, qui permet au personnel et aux visiteurs d'ailleurs d'être présents dans le hall, puisque les 4,50 m d'eau nous protègent du rayonnement gamma. Et donc ensuite, vous voyez ici, donc, par la fenêtre de l'irradiateur, par la fenêtre de la salle de commande, vous allez voir le panneau porte-source affleurer la surface en fait de la cellule. Donc, dès que le panneau porte-source arrive en surface, l'irradiation commence. Et quand on a terminé l'irradiation, on le fait redescendre au fond de la piscine. Donc, il faut savoir que les sources au cobalt sont donc des sources fabriquées par l'unique producteur mondial qui se trouve au Canada actuellement. Et donc, ce sont, je dirais que c'est comme un tube au néon. Mais par contre, il n'y a pas de bouton on-off et donc elles émettent en permanence. Donc, tous les 5 ans, on a atteint la demi-vie et on perd la moitié de la puissance de la source de cobalt. Donc, ce qui nous oblige à tous les 5 ans à renouveler notre stock, on va dire, de cobalt. Voilà. Donc, j'ai été un peu trop vite, donc je ne vais pas retourner en arrière parce que je vais vous donner un peu mal au cœur, mais je n'ai pas parlé de la consolidation nucléaire. Donc, toujours avec l'irradiateur, on fait, et selon les procédés qui a été depuis un peu modifiés, on va pouvoir consolider des objets secs. Donc là, je vais vous parler de ce qui est à l'écran tout de suite après, mais des objets secs, c'est-à-dire des sculptures ou des objets archéologiques qui auront été séchés par un autre procédé, en les imprégnant de cette résine nucléaire qui est composée de styrène et de polyester et qui va polymériser sous l'action du rayonnement gamma. Donc, c'est la deuxième propriété qu'on utilise pour le rayonnement gamma. Alors, ce traitement nucléaire, c'est un traitement qui est irréversible et donc qui est
tout à fait contraire, on va dire, aux principes déontologiques de la restauration à l'heure actuelle. Et donc, on va l'utiliser dans des cas très particuliers, donc qui sont soit si on veut garder une fonction à l'objet, par exemple une chaise que l'on va vouloir consolider, ou un traitement de la dernière chance, c'est-à-dire que tous les autres traitements de consolidation ne seront pas suffisants pour maintenir l'objet complet. Ou encore quand on va avoir des objets qui vont être exposés dans des milieux non contrôlés, puisque cette résine styrène polyester qui est utilisée donc pour l'imprégnation des objets a la propriété d'être hydrophobe et donc va permettre, contrairement à l'autre traitement dont je vais vous parler maintenant, va permettre donc de maintenir les objets même dans un milieu où l'humidité est mal contrôlée. Donc voilà. Donc là, nous avons changé de bâtiment. Donc, je tiens à m'excuser puisque vous êtes les premiers sur lesquels je teste cette visite. Donc, il va peut-être y avoir quelques petits défauts. Donc, merci de m'en excuser. Donc, maintenant, nous sommes dans un bâtiment qui est dédié là à la conservation des bois archéologiques. Autant le bâtiment R dans lequel nous étions précédemment est dédié à la conservation des bois secs de manière générale, que ce soit archéologique mais déjà séchés, soit des sculptures. Ici, on est dans un bâtiment qui est dédié donc au bois archéologique. Donc la problématique du bois archéologique, c'est que les polymères qui constituent le bois, et notamment les sucres, cellulose et une partie de l'hémicellulose, sont dissous pendant les stockages des objets qui peuvent durer des temps très longs, quelques milliers d'années, plusieurs milliers d'années, et on ne récupère plus que finalement l'enveloppe des objets en bois ou en cuir, puisque nous traitons également les cuirs. Bon, la problématique est un petit peu différente, mais les traitements sont les mêmes. Et donc, si on laisse sécher des objets, des bois gorgés d'eau ou des cuirs gorgés d'eau comme ça, étant donné que ils ressemblent à une éponge gorgée d'eau, ils vont se déformer comme se déforme votre éponge qui sèche, et on n'aura plus la forme de l'objet conservé. L'objet va s'effriter, va être réduit en poussière et l'objet va disparaître. Donc c'est pour ça que, en même temps que au CEA, dans les années 70, on a eu ce développement de traitement nucléaire. Dans les pays du nord de l'Europe, ils ont mis au point un traitement de consolidant, avec un consolidant qui est du polyéthylène glycol, et puis un traitement ensuite de séchage qui est la lyophilisation. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe et quels sont les traitements quand un bois archéologique arrive chez nous. Donc, en tout premier lieu, ça nous arrive assez fréquemment d'aller sur les sites de fouilles et d'expliquer qu'il faut éviter le séchage à tout prix. Donc, quand les objets arrivent chez nous, ils sont donc en général stockés dans vous voyez, dans des sachets pleins d'eau. Donc, je vais peut-être grossir, voilà. Donc, stockés dans des sachets ou dans des bacs. Et donc, on va faire un travail d'abord qui consiste à faire la réception des objets, c'est-à-dire que on va vérifier que l'inventaire transmis correspond bien au nombre d'objets que l'on a reçus, ce qui est souvent pas le cas d'ailleurs. Et puis ensuite, on va prendre chaque objet et le nettoyer très délicatement des sédiments dont il est recouvert pour éviter ensuite de contaminer nos bains. Donc, je vais vous laisser donc la visu, voilà. Ensuite, donc comme je le disais, on va procéder à la consolidation des objets en bois gorgé d'eau ou en cuir gorgé d'eau en les plaçant dans des bains d'eau additionnés de polyéthylène glycol. Donc le polyéthylène glycol, c'est une molécule qui a la particularité, donc qui vient de la polymérisation de l'éthylène glycol, qui est très hydrophile, qui est soluble dans l'eau et qui a la particularité d'avoir une masse moléculaire qui peut aller de quelques unités à 2000, 4000 unités de masse moléculaire et qui va correspondre finalement à la rigidité de la chaîne carbonée, du polymère carboné qui va être introduit dans l'objet. Donc si on veut garder une certaine souplesse, comme c'est le cas pour les cuirs,
on va utiliser des PEG, je dirais plutôt, donc PEG, c'est polyéthylène glycol, hein, donc des PEG plutôt de 400. Si on veut consolider des bois dont on voudrait qu'ils soient manipulables et rigides à la fin du traitement, on va plutôt utiliser des PEG de 1000 à 4000. Donc on va dissoudre dans l'eau de ces bassins, de ces bains, de ces cuves, le polyéthylène glycol jusqu'à environ 35% masse dans l'eau. Et on va laisser l'imprégnation se dérouler tranquillement, naturellement, pendant 8 à 12 mois. Donc une fois que les objets arrivent chez nous, ils sont là pour un petit bout de temps. Donc là, vous avez quelques objets qui sont dans les cuves. Donc on dispose dans ce bâtiment de plusieurs cuves que vous pouvez voir ici. En tout, on en a 8. Et on va aller voir des grands bassins dans d'autres bâtiments qui font la particularité en fait de nos installations. Donc, une fois que le traitement d'imprégnation s'est déroulé, je vous ai dit qu'on allait jusqu'à 35% de polyéthylène glycol dans l'eau. Donc, les objets sont encore humides, voire mouillés, pleins d'eau, avec 65% d'eau, et il convient de les sécher. Et là, le procédé qui a été utilisé et mis au point par nos collègues du nord de l'Europe, c'est la lyophilisation. Donc, comme la lyophilisation alimentaire ou pour les cosmétiques, ça consiste à congeler l'objet et ensuite à procéder à la sublimation de la glace qui se trouve dans l'objet. Donc, vous voyez sur ces photos deux lyophilisateurs ici qui ont des dimensions différentes et qui nous permettent donc d'utiliser en fonction des objets que nous recevons et que nous imprégnons. Et donc là, je grossis, vous voyez donc des étagères qui nous servent à la fois au traitement d'imprégnation, hein, qui peuvent aller dans nos bassins, et des objets qui sont en train d'être enfournés littéralement dans le lyophilisateur, donc qui ensuite vont être congelés à moins 35 degrés, puisque le PEG est un antigel et qu'il faut pour pouvoir congeler l'eau additionnée de PEG, aller très bas en température. Et ensuite, on va voir la sublimation, c'est-à-dire la mise sous vide pour évaporation directe de la glace sans repasser par l'eau liquide. Donc, vous voyez qu'on insère des thermocouples qui vont nous permettre finalement de piloter cette sublimation. Alors, pourquoi utiliser la sublimation, hein, pourquoi ne pas passer par l'eau liquide? Eh bien, c'est parce que si on évapore l'eau liquide des bois gorgés d'eau, les forces capillaires exercées par le départ de l'eau liquide sont plus grandes que la résistance mécanique des parois cellulaires. Et à ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle un effondrement cellulaire, et c'est le phénomène qui va déformer les objets au séchage. Donc c'est ce phénomène qui se produit quand on a un séchage naturel. C'est aussi ce phénomène qui se produit si après l'imprégnation au PEG, comme il reste encore pas mal d'eau, on laissait les objets sécher naturellement. Donc si on a des objets qui sont plus gros que des objets ceux qui peuvent rentrer dans nos lyophilisateurs, on va procéder à un séchage, je dirais, plus naturel, en faisant évaporer l'eau liquide, mais par contre, on va procéder à un séchage très lent qui va durer là 18 mois. Le séchage par lyophilisation dure pour des très petits objets quelques jours, mais en moyenne plutôt quelques semaines, hein, de 3 semaines à 4, 5, voire 6 semaines pour des objets les plus volumineux. Le séchage naturel dit lent, hein, dit ralenti, où on injecte de la vapeur d'eau pour ralentir le séchage, va lui durer au moins 18 mois. Donc c'est quelque chose que l'on fait relativement rarement. On dispose maintenant de lyophilisateurs d'assez grande taille pour que de nombreux objets puissent être lyophilisés. Donc on va passer maintenant dans le bâtiment où on a des grosses installations, des grands bassins
Voilà. Donc, vous voyez qu'on a des grands bassins d'imprégnation. Donc, ici, vous avez une piscine qui fait 12 mètres sur 6. Au fond, là-bas, vous avez des grandes cuves. Vous avez également une grande cuve ici, une autre fosse. Donc, vous voyez qu'on dispose vraiment d'installations très grandes qui nous permettent donc de disposer, bon, excusez-moi pour les va-et-vient, voilà, disposer des étagères. Et puis, bon, vous voyez que je dirais le gros travail à Arc Nucléaire, c'est beaucoup de manipulation, beaucoup d'utilisation de ponts partout dans nos bâtiments. Et voilà. Vous voyez donc là disposé sur les étagères des bois gorgés d'eau que l'on regarde régulièrement. Donc on sort les étagères pour regarder un peu dans quel état ils sont, voire faire quelques nettoyages en cours de traitement. Donc une fois qu'on a fini, donc ces éléments-là donc ont été ensuite lyophilisés, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc maintenant on va passer à la partie restauration, puisque là on a vu la conservation. Donc je vais essayer d'agrandir le film qui est là avant d'aller dans les ateliers de restauration. Voilà. Donc une fois que les objets sont imprégnés, donc consolidés et séchés, on va ensuite passer à la partie restauration. Donc en archéologie, ça va consister essentiellement à remonter les objets, à les assembler, éventuellement à concevoir un support. Donc là, vous avez l'exemple d'un bateau gallo-romain qui a été trouvé dans les fouilles du parking Saint-Georges à Lyon dans les années 2003-2004. C'est un chaland qui faisait, donc c'est une péniche en fait, hein, qui faisait une trentaine de mètres de long, dont 15 mètres ont été prélevés puisque les 15 autres mètres sont encore enfouis sous le bâtiment qui se trouve à côté du parking. Et donc ce bateau a été découpé en tronçons, en 6 tronçons, amené à arc, enfin cette épave hein, a été amenée à arc donc sous la forme de 6 sections, entièrement démontées. Et là, et ensuite, donc, chaque morceau a été imprégné de polyéthylène glycol, puis lyophilisé. Et ensuite, les restaurateurs ont procédé au remontage. Donc là, vous voyez donc les différents éléments. Donc vous avez la sole du bateau, hein, qui est le fond. Les varangues, qui sont ce genre de traverses là que vous pouvez voir, qui assemblent finalement le fond du bateau. Les courbes qui vont assembler le fond du bateau aux bordées, qui sont les éléments de côté. Donc le fond du bateau est en chêne, les bordées sont des demi-troncs de sapin qui faisaient 30 mètres de long à l'origine. Donc voilà, donc ça c'est un bateau qui est encore chez nous et qui va bientôt être, dont la restauration va bientôt se terminer et qui devra être ensuite exposé au musée Luc Dunhomme à Lyon. Donc maintenant on va aller du côté des ateliers de restauration pour terminer la visite. Alors, ici, vous voyez donc un autre bateau, vous ne voyez rien pour l'instant, mais voilà, ça va venir, qui a aussi été trouvé dans les mêmes fouilles dans le parking de Lyon-Saint-Georges, puisqu'en fait, c'était une casse à bateau. Il y a eu 17 embarcations qui ont été trouvées à cet endroit-là, d'époques tout à fait différentes. Donc tout à l'heure, vous avez vu le gallo-romain qui datait du 1er siècle après Jésus-Christ. Ici, vous avez une barque Vivier. Donc, puisque vous avez vu qu'il y a un casier percé au milieu, donc les pêcheurs allaient sur la Saône pêcher et ramener le poisson vivant à terre. Cette barque Vivier donc date du XVIe, XVIIe siècle. Alors, aujourd'hui, elle est en train, là, vous voyez la finalisation des opérations de restauration, hein, donc qui consiste en décollage, assemblage. Ensuite, il faut développer, il faut fabriquer le support. Donc là, vous voyez 2 sous-traitants qui sont en train de fabriquer sur mesure le support de la barque. Et la barque est partie hier d'Arc Nucléaire, donc après pratiquement un séjour de 16 ans ici, alors pas seulement lié aux travaux, hein, c'est aussi lié au fait qu'il y a eu des budgets qui ont été difficiles à obtenir pour le musée. Et elle rentre aujourd'hui au musée Gadagne à Lyon. Donc tous nos restaurateurs sont partis à Lyon aujourd'hui pour justement aller faire rentrer cette barque.
Donc, je vais essayer de me retourner pour finir par nos ateliers de restauration rapidement. Donc là, on est dans l'atelier de restauration d'archéologie qui vous paraît bien vide, mais voilà, nous avons aussi un petit film qui vous donne, qui vous montre quelques gestes de restauration. Mais je dirais qu'on va aller assez vite. On vous montre donc là un seau qui vient d'un bateau corsaire qui a été fouillé au large de Saint-Malo et qui est en train d'être remonté. Et voilà, juste après, je voulais juste vous montrer cette image-là, puisque vous n'avez pas vu de cuir, mais là, vous voyez une de nos collègues qui est en train de restaurer une très belle chaussure en cuir qui vient du site de Charavine, donc à côté de Grenoble. Et on va terminer par l'atelier sculpture, puisque je n'ai pas beaucoup parlé de la sculpture, sauf tout au début. Je vais dire juste un petit mot. Donc vous voyez que nos ateliers ont des grandes baies vitrées, sont bien agréables pour le travail de nos restaurateurs. Et donc ici, sur les sculptures, en fait, je laisse courir le petit film pour vous dire un petit mot. Donc autant sur les aspects archéologiques, on est relativement les seuls en France et rares en Europe à pouvoir travailler, autant en sculpture, il y a pas mal de restaurateurs indépendants qui peuvent restaurer des sculptures en bois ou dans d'autres matériaux. Nous, je rappelle qu'on est spécialisé dans les sculptures en bois polychromé. Et donc, les opérations qu'on va pouvoir faire à Arc Nucléaire, par rapport à un restaurateur indépendant, on va avoir toute la batterie d'analyse, aussi bien radio, scanner, analyse infrarouge, MEB, DRX, soutien de nos collègues de l'SRF pour faire aussi des analyses plus performantes ou fluorescence X. Enfin, voilà, on a vraiment accès à une batterie d'analyse auquel il est difficile d'accéder pour des restaurateurs indépendants. Et puis ensuite, les opérations de restauration en elles-mêmes vont consister à faire du nettoyage, des comblements, donc par des mastiques doux, de faire de la consolidation par des traitements qui sont eux réversibles à l'aide de résine plutôt de résine nature acrylique. Quand vraiment on ne peut pas faire autrement, on va utiliser le procédé nucléaire dont je vous parlais tout au début avec cette résine qui est irréversible. Donc là, vous voyez que là, une restauratrice est en train de faire un dégagement, là, en train de faire de la retouche colorée. Donc voilà un peu tous les types d'opérations que l'on peut réaliser en fait sur les objets que l'on reçoit dans l'atelier. Et voilà. Et je crois que je vais m'arrêter là. Et je vous remercie en tout cas de votre attention. Et puis voilà, je suis disponible soit pour répondre si on a le temps, soit je répondrai après coup par écrit.